Philippe Berta, vous entendez l'opposition. Avez-vous le sentiment d'être dépossédé de votre rôle de parlementaire quand vous lisez cette réforme? Sincèrement, non. Pas du tout. J'ai simplement l'impression qu'on a fini par être entendu, même si nous sommes pour beaucoup d'entre nous en début de mandat, c'est-à-dire une volonté de travailler différemment pour mieux travailler. Probablement venant de la société civile et n'ayant jamais eu d'autres mandats, je n'ai peut-être pas été confronté à un travail de nature politique, mais moi qui suis plutôt dans le pragmatisme, je me dis que déjà, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de députés ? Très sincèrement, est-ce qu'il est utile d'avoir plus de députés que les États-Unis en ont, dans un pays, soit un grand pays comme le nôtre, mais finalement pas si grand que cela? Est-ce que l'on ne doit pas essayer de se rapprocher justement de la population, mais surtout en même temps en respectant les idées de cette population et son électorat et son mode de vote, c'est-à-dire effectivement en pensant proportionnel. Et vous savez que nous défendons un taux de proportionnel bien plus conséquent que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Bref, non, je ne suis pas inquiet. Ce que je veux, moi aussi, manifestement, ça a été entendu, et ce que nous désirons, c'est que notre capacité d'amendement soit préservée, mais probablement sous une autre forme. J'étais moi-même ce matin en commission, j'ai vu un certain nombre d'amendements, mais je sais qu'il y en aura encore plus dans l'hémicycle, donc à quoi sert le travail de commission? Il y a vraiment donc un travail de reconstruction de notre façon de travailler pour qu'elle soit plus intelligible et surtout plus efficace. Vous entendez cet argument d'efficacité, Sébastien Jumel, cette façon de travailler, aussi ce nombre d'amendements, le temps de la procédure parlementaire, ne faut-il pas réformer? On a un président de la République qui gère la République comme un PDG d'une petite start-up. Vitesse, accélération, réactivité, mais le temps de la démocratie n'est pas celui-ci. Je vais vous prendre un exemple concret, le droit d'amendement. Demain, à travers la réforme qui est proposée, vous ne pourrez plus déposer un amendement s'il n'est pas en relation directe avec le texte. Les APL, le président de la République vient de dire que la France ne pouvait pas se résumer à être un syndic de copropriété dans lequel on revendiquerait notre attachement aux APL. Mais de qui se moque-t-on? On ne vit pas le même monde. Eh bien demain, dans la loi Elan, si le parlementaire que je suis veut faire de la question des APL une question fondamentale, on me dira « votre amendement n'est pas connecté directement au projet de loi qui est examiné ». Deuxième exemple, l'agriculture. Nous allons examiner la loi qui transpose les états généraux de l'alimentation. Je vais porter un amendement pour faire en sorte que demain, quand vous achetez votre brique de lait ou votre kilo de légumes, vous sachiez si le producteur a été correctement rémunéré. Demain, avec les droits d'amendement révisés, on vous dira ce n'est pas connecté directement avec les objectifs de la loi, allez vous faire rhabiller. Et donc, on va priver le Parlement de sa capacité à faire rentrer la réalité des territoires, les vrais sujets qui concernent les habitants, pour réserver ça à un petit nombre. Donc, il y a danger. Et puis, moi, qu'on m'explique le gouvernement confond vitesse et précipitation. Il décide de mesures fortes, rapides, exigeantes pour les riches, l'ISF est l'illustration de ça, et puis lenteur et temps lorsqu'il s'agit de donner des signes à la France qui souffre et à la France qui manque. C'est ça la réforme des institutions qui nous est proposée, et si le gouvernement est si sûr de son fait, qu'il aille au référendum. Et moi je lui pronostique que les gens répondront: quel est l'avenir de nos hôpitaux? Quel est l'avenir de nos EHPAD? Comment faisons-nous en sorte que... Mais ce n'est pas la question qui serait posée. Ben si, parce que dans la réforme, vous aurez moins de temps pour débattre de la loi de finances. Dans la réforme, vous ne pourrez plus débattre convenablement de la loi de financement de la sécurité sociale parce que le temps sera raccourci. Dans la réforme, le gouvernement va prendre la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Et puis, le nombre de députés. Vous allez remplacer les députés par des collaborateurs. Aucune économie, quel gain pour la démocratie. Je voudrais revenir sur cette question du référendum, Philippe Berta. Êtes-vous favorable à un référendum sur cette réforme constitutionnelle? Déjà, ce que je voudrais, c'est qu'il faut savoir, comment dire, être clair sur ce qu'on veut exprimer. Je pense que si c'est pour faire du droit constitutionnel vis-à-vis de nos concitoyens, moi qui ne suis pas juriste, je me mets à leur place parce que je suis dans la même position. Je crois qu'on ne va pas y comprendre grand-chose. Donc déjà, le problème, à mon avis, n'est pas là. Il est bon de rappeler quand même que nous nous sommes dotés d'un président de la République et d'une majorité avec un programme. Ce programme, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, il me semble
en tout cas pour l'instant, être respectées, ce qui me semble être pratiquement une première dans ce qui m'a amené à vivre en tant que citoyen. Je vais revenir quand même sur les problématiques d'amendement. Il faut préserver le droit d'amendement. Je ne vais pas contredire mon collègue, évidemment. Mais je vais vous prendre 2 exemples que j'ai vécus ce matin, puisque ce sont 2 propositions de loi sur lesquelles j'étais amené à travailler, qui n'ont que pour seul objet, l'une pour une loi de 2005, l'autre pour une loi de 2015, d'essayer de contrecarrer cette multitude d'amendements venant aussi bien du Sénat que de l'Assemblée, évidemment, et qui ont complètement dénaturé le texte. Non seulement dénaturé, mais en plus qui, à la sortie, font que ces 2 lois n'ont jamais pu avoir de décret d'application, parce qu'elles sont toutes sujettes à interprétation, et qu'en fonction des territoires, puisque je pense par exemple à la prestation pour le handicap et aux fonds départementaux pour le handicap sur lequel je travaille, eh bien on s'aperçoit qu'on n'a plus un département qui applique la même règle. Donc, trop d'amendements tuent les amendements. Il est clair qu'il faut discuter les textes, il faut travailler sur des amendements sérieux, il faut enrichir les textes, il faut les modifier. Je reviens sur la réforme constitutionnelle qui était l'objet de départ de notre discussion. Je ne suis pas très inquiet. Quand on regarde le passé, entre des textes proposés et les textes finalisés, on va conserver quoi? On va modifier au moins à hauteur de 30% le texte. Mais simplement sur des amendements sérieux, sur les seuls qui effectivement... C'est une question aussi de responsabilité des députés eux-mêmes. Allez, moi je vais me lâcher un petit peu, c'est un petit jeu un peu stérile. Il y a beaucoup de problématiques pour chaque député, quelque part un peu existentielles. J'ai pas la problématique de la réélection en ce qui me concerne. J'agis de façon libre dans un mouvement qui me le permet et je ne vais certainement pas amender pour exister et signer un amendement. Donc on est dans cette stratégie un peu folle, plus bien sûr doublée de la volonté de retarder. Alors, je vais quand même intervenir sur le budget. C'est pas juste de dire ça. Je ne peux pas accepter l'idée que le budget, je suis tout à fait d'accord pour dire que la façon dont, en tout cas pour la première pratique que j'en ai eue, la façon dont nous a fait travailler sur le budget est inacceptable. L'idée est d'essayer d'obtenir les fondamentaux du budget de l'année suivante, je dirais au moins à la fin du printemps, pour que puissions vraiment y travailler. Par contre, consacrer ensuite des 70 jours entre les 2 assemblées sur le budget, mais là encore, quelle structure, quel pays, quelle entreprise consacrerait 3 mois de son temps réel à parler de son budget? C'est, à un moment donné, l'action qu'on attend. Très rapidement, justement, sur cette question de responsabilité des députés eux-mêmes et de l'opposition, Sébastien Jumel. Moi, pour revenir au budget, il est normal que le président de la République souhaite mettre en œuvre des mauvaises mesures à la va-vite, en catimini, et sans que l'opinion publique ne s'en saisisse. Et quand on décide d'augmenter la CSG, de supprimer l'ISF, il vaut mieux le faire en 24 heures qu'en 70 jours. Ouais, c'est pas ce qui est proposé, 24 heures. Non, mais il faut mieux le faire dans la précipitation qu'en donnant le temps au débat démocratique et même aux associations, aux organisations syndicales, aux retraités eux-mêmes de s'en emparer. Mais sur le fond, il ne s'agit pas de responsabiliser les députés. Il s'agit au contraire de dessaisir le Parlement de ce pourquoi il a été élu. Pourquoi j'ai été élu, moi ? Pour faire rentrer la voix de mon territoire dans l'hémicycle. Pour faire en sorte que, ici, la Chambre ne soit pas une chambre parisienne, technocratique, où on pense tous la même chose, parce qu'on a été formés aux mêmes écoles et qu'on pense que l'allégeance au libéralisme et à l'Europe est l'alpha et l'oméga de la réussite de la République. Et donc, moi, mon rôle, c'est de faire entrer la parole des marins-pêcheurs dans l'Assemblée nationale, des agriculteurs. Et demain, avec cette réforme, ça ne sera plus possible. On va poursuivre notre débat, car ce débat-là va se poursuivre lors des questions au gouvernement et à l'issue avec cette séance spécifique consacrée à cette réforme. On va poursuivre ensemble avec l'accord sur le nucléaire iranien. Hier, Donald Trump a dénoncé cet accord conclu en 2015 avec l'Iran. Il a amorcé le rétablissement des sanctions américaines. L'Europe, elle affiche un front uni. Valérie Brochard, vous êtes en direct avec Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui doit intervenir dans l'hémicycle, que nous retrouverons donc plus tard dans l'émission. Cet après-midi, Emmanuel Macron s'entretient donc avec Hassan Rouhani à l'issue de cette décision. L'accord sur le nucléaire iranien est-il mort aujourd'hui, Philippe Berta? Déjà, on est dans une situation dont il faut mesurer la gravité. Et c'est depuis la présidence américaine Trump, c'est la 2e fois. C'est la 2e fois qu'on voit un accord international auquel, tout à coup,
l'un des co-signataires se retire. Je ne suis là encore toujours pas juriste depuis tout à l'heure, mais on a vraiment un problème de droit de constitutionnel international, de droit international. Est-ce qu'on a le droit, comme ça, de se retirer de son bon gré d'un article, enfin plutôt d'un accord sur lequel tous se sont mis d'accord? Je rappelle que les 5 membres permanents onusiens s'étaient mis d'accord, plus l'Allemagne. Ça me semble un vrai problème de fond juridique qui se doit d'être soulevé, qui va être soulevé. Ensuite, on est dans une période déjà d'instabilité internationale. Là, on nous propose d'en rajouter encore un petit peu. Soit on fait confiance aux agences d'évaluation de l'énergie nucléaire. A priori, on a toute raison de leur faire confiance. On les met en place. Elles se sont rendues de mémoire, si ma mémoire est bonne, pratiquement une douzaine de fois sur le territoire. Elles sont allées inspecter. Elles n'ont rien vu de normal. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à retirer ces agences et là, pour le compte, permettre aux Iraniens de faire n'importe quoi? Non, je pense qu'il y a une vraie question et je suis très heureux que face à cette question de voir les dirigeants allemands, anglais et français et donc les Européens faire front commun parce que la situation est grave et assez exceptionnelle au sens premier du terme.